Continuons à présent sur la deuxième partie de notre première vidéo, toujours consacrée au chapitre 1 du thème 1, des cartes pour comprendre le monde. Les grandes notions abordées seront les suivantes. Développement social, économique et environnemental, développement durable, gouvernance internationale avec différentes agences, les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, l'OTAN et les organisations non gouvernementales, les concepts de civilisation, d'uniformisation culturelle, puis enfin de soft power contre hard power. Voyons à présent le type de développement choisi par la plupart des pays impliqués dans la mondialisation. Nous allons donc proposer une lecture géo-environnementale du monde d'aujourd'hui. Le développement économique se fait beaucoup au détriment de l'environnement. Surconsommation des ressources, pollution. Ce type de développement contrevient vraiment à la notion de développement durable. Le développement durable est une notion apparue en 1970, vers les années 1970, cherchant à associer la croissance économique, le développement humain et la protection de l'environnement. À l'échelle mondiale, plusieurs outils visent à promouvoir le développement durable et surtout son pilier environnemental, ce que nous allons voir sur la carte à présent. Voilà, c'est notamment le cas du protocole de Kyoto. Depuis 1995, le protocole de Kyoto traduit les tentatives de gouvernance internationale en matière d'environnement. C'est un traité international visant à la réduction des gaz à effet de serre, en partie responsable du réchauffement climatique. Comme on peut le voir sur cette carte, un certain nombre d'États ont signé le protocole, mais tous ne l'ont pas ratifié. C'est le cas des États-Unis qui l'ont signé et qui refusent de se soumettre à une réduction chiffrée de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les pays en développement l'ont signé mais ne sont pas soumis à une réduction chiffrée, malgré leur forte pollution, comme notamment la Chine et son charbon. D'autres acteurs sont impliqués dans la préservation de l'environnement, les organisations non gouvernementales comme WWF ou Greenpeace. Alors, restons sur cette carte pour étudier d'un peu plus près les émissions de CO2 et le protocole de Kyoto. Donc on peut voir que les pays du monde se rencontrent pour définir de concert une réglementation à l'échelle mondiale, ici en termes d'environnement. Le texte du protocole de Kyoto fut adopté à l'unanimité en 1997. Il met en place des objectifs légalement contraignants et des délais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. Quasiment tous les pays du monde, sauf l'Afghanistan, Andorre, le Vatican, ont signé le protocole de Kyoto. Alors quels sont les pays les plus pollueurs non signataires du protocole de Kyoto? Nous avons les États-Unis qui l'ont signé mais pas ratifié, ils ne s'engagent pas à réduire les gaz à effet de serre. Le Canada, qui s'en est retiré en 2011 en raison de l'augmentation des pollutions entraînées par l'exploitation des schistes bitumineux. L'Inde et surtout la Chine, deux pays émergents en pleine croissance. La Chine a notamment basé sa croissance sur le charbon, d'où le refus de ratifier le processus de Kyoto. Enfin, les pays en développement refusent de conditionner leur croissance à une baisse chiffrée alors que les pays industrialisés ont participé à la pollution du globe lors des révolutions industrielles précédentes. La révolution du charbon au XIXe siècle, puis du pétrole au XXe siècle. On remarque donc que l'enjeu du développement durable n'est pas prioritaire par rapport à celui du développement tout court. Cette seconde carte montre l'empreinte écologique, c'est-à-dire la surface terrestre et aquatique biologiquement productive nécessaire à la production des ressources consommées et à l'élimination des déchets produits. Alors quel est le lien entre développement et empreinte écologique? Eh bien, on remarque que les pays dont l'empreinte écologique est la plus forte sont la plupart du temps les pays les plus riches et les plus développés, comme les États-Unis ou le Canada, voire même si leur population n'est pas très nombreuse, comme en Australie par exemple. Alors devrait-on se réjouir de voir de nombreux pays d'Afrique avoir une très faible empreinte écologique? Eh bien, quand on connaît leur faible développement et les nombreux problèmes socio-économiques et sanitaires que ces pays connaissent, mais que cette carte ne montre pas, probablement pas. L'auteur de l'indicateur est William E. Rees, professeur d'université canadien. L'empreinte écologique est diffusée par une ONG écologiste, le WWF, World Wide Fund for Nature, le Fonds mondial pour la nature. Il a fait son apparition la première fois lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002, ce qui au passage nous rappelle ces tentatives de gouvernance mondiale dont nous parlions plus haut. Passons à présent au grand 2, quelle lecture géopolitique du monde? En 2013,
Le monde compte 193 États, dont certains sont plus puissants que d'autres. Dans un ordre international fondé sur les rapports de force, la puissance d'un État se mesure aux ressources que cet État peut mobiliser pour s'imposer face à d'autres. Depuis la chute de l'URSS, les États-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale. Ils apparaissent comme les gendarmes du monde, de par leur présence et leur intervention militaire au nom de la liberté et de la démocratie. Et il faut bien le dire, au nom de la défense de leurs intérêts, comme par exemple de l'approvisionnement en pétrole. La tendance, en ce début de XXIe siècle, est également au regroupement et à la gouvernance internationale, avec des organisations telles que l'ONU, qui vise à la coopération internationale pour la paix, et ainsi que le développement économique et humain, ou encore l'OTAN, une organisation politique et militaire, dirigée par les États-Unis et visant à gérer les crises et les conflits. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 sous l'égide des États-Unis au début de la guerre froide, visait à assurer la sécurité du bloc occidental face à l'URSS. Elle n'a pas disparu avec la chute de l'URSS en 1991, ses missions sont simplement évoluées. Aujourd'hui, l'OTAN s'intéresse à la prévention des conflits, la gestion des crises ou encore la lutte contre le terrorisme. À ce propos, regardons à présent la carte des puissances et alliances dans le monde. L'idée dominante de cette carte, qui n'apparaît pas dans le titre, c'est la superpuissance des États-Unis. Puissance majeure dans le monde, les États-Unis disposent du principal budget militaire, 663 milliards de dollars en 2008, soit quasiment 6 fois plus que le second budget militaire constitué par la Chine. En 2013, le budget militaire des États-Unis est passé à 682 milliards de dollars. De plus, ce pays est une puissance nucléaire officielle ainsi qu'un membre de l'OTAN. La carte nous donne aussi à voir les puissances nucléaires. Concernant celles-ci, on nous montre des pays qui ont signé le traité de non-prolifération, un traité qui repose sur une inégalité puisque seuls 5 États dans le monde sont autorisés à avoir l'arme nucléaire. On peut voir aussi les États du seuil, comme l'Inde, qui sont ceux qui ont refusé le traité. D'une façon générale, la carte montre un découpage du monde en zones de commandement américain avec des bases réparties sur le globe. Les procédés cartographiques et de légende vont dans le sens de cette image d'une toute-puissance américaine. Effectivement, on a d'abord la projection polaire, axée sur l'Amérique, qui est le seul pays que l'on peut voir à l'endroit, dans le même sens que les projections plus classiques. La légende propose aussi une place à part aux États-Unis intitulée Zone de commandement américain. On peut voir que la réalisation de la carte ne permet pas une identification rapide des puissances, car il faut la tourner, entre guillemets, afin de retrouver des dispositions plus classiques pour bien voir un petit peu quels sont les différents acteurs représentés ici. Nous sommes arrivés au point 3, uniformisation ou diversité culturelle. On assiste depuis plusieurs décennies à une uniformisation relative du monde, du fait de la vaste diffusion internationale de nouvelles pratiques et de nouveaux produits sportifs ou culturels, comme par exemple la musique, le cinéma, les produits de consommation de masse alimentaires ou vestimentaires, tels que le jean par exemple. Ce processus d'uniformisation est favorisé par le jeu de plusieurs acteurs. Les grandes firmes transnationales, dont les stratégies visent à étendre leur marché à toute la planète. Certains États, tels les États-Unis, y voient un instrument d'influence, ce que l'on appelle le soft power. Le fantastique développement des réseaux mondiaux de télécommunications et d'échanges, avec bien sûr la télévision, mais surtout l'Internet et les téléphones portables, accompagne ce processus. Mais le système géoculturel mondial demeure constitué d'aires socioculturelles spécifiques, qu'il ne faut pas oublier. Celles-ci sont organisées autour de facteurs structurants tels la langue, la culture ou la religion. Et donc, ceux-ci sont créateurs d'identités multiformes par lesquelles les sociétés humaines organisent les territoires. Les différenciations géoculturelles peuvent se décliner à différentes échelles spatiales, continentales, sous-continentales, régionales ou locales. En réponse à la mondialisation, on assiste au développement de réactions identitaires. Les systèmes d'identité ou de valeurs, ainsi que les représentations que les populations ont d'elles-mêmes, peuvent parfois être source de conflits. L'histoire, la langue, la culture, la religion sont parfois instrumentalisées par un État ou un parti, ou la fraction d'une population, comme argument géopolitique ou pour justifier une revendication territoriale, politique ou sociale. Voilà, c'est la fin de cette première leçon du premier chapitre. J'espère que ça vous aura intéressé. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.